Au sommet de cette édition, ouverture ce matin à Ouagadougou d'un séminaire sur la coopération sino-africaine, une rencontre de réflexion à l'occasion du premier anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso. Nous développons le sujet pour vous dès le début du journal. Et puis Monsanto, toujours dans la tourmente, dans l'affaire du glyphosate aux États-Unis, le groupe allemand Bayer, propriétaire de la firme, vient d'écoper d'une condamnation à verser 2 milliards de dollars à 2 plaignants victimes de cancer après avoir utilisé l'herbicide le Roundup dans leur jardin pendant des années. Bonjour à tous, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Cela fait un an déjà que la République populaire de Chine et le Burkina Faso ont rétabli leurs relations diplomatiques. À l'occasion de cet anniversaire, un séminaire s'est ouvert ce matin à Ouagadougou sur la coopération entre la Chine et l'Afrique en général et la coopération bilatérale entre la Chine et le Burkina Faso en particulier. L'on retient de la rencontre de réflexion les mêmes intérêts que partagent les deux pays et les raisons d'entretenir ces liens de partenariat, en tout cas pour des partenariats mutuellement bénéfiques. On voit tout cela avec Urbain Benito Sommet et Vincent Kendrevego. La coopération entre la Chine et l'Afrique passée à la loupe des universitaires et experts chinois et africains en diplomatie et relations internationales. Ça se passe au séminaire international sur la coopération sino-africaine organisé par l'ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso et l'université Ouagadougou. Les pays africains et la Chine, nous sommes tous des pays en voie de développement. Tous les deux, nous faisons face à des défis communs tels que l'injustice et l'inégalité de l'ordre politique et économique international, le protectionnisme et l'unilatéralisme. Ce sont aussi des obstacles à surmonter pour consolider la communauté de destin sino-africaine. Sur la base de cette conviction, la Chine s'engage d'ouvrir davantage sa porte pour partager la croissance chinoise avec le reste du monde. L'Afrique, la Chine et le Burkina, c'était quand même jusqu'ici le mouvement des non-alignés. C'était aussi beaucoup d'amitié au bénéfice de la cause des sans-voix. C'était un engagement de sortir les peuples en souffrance dans un tiraillement entre l'Est et l'Ouest. C'est un positionnement sincère qui a permis effectivement d'engager le processus de décolonisation. Ce séminaire a lieu dans le cadre du premier anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina Faso. Et il est question de revisiter cette première année de coopération sino-burkinabé. Et pour certains, il y a eu déjà des signaux forts. En 2018, les échanges commerciaux sino-burkinabés ont atteint 318 millions de dollars, soit une hausse de 56%. Pour ce qui est uniquement de l'exportation des produits burkinabés vers le marché chinois, elle est en hausse de 365%, soit plus de 100 millions de dollars. Tout ça, ça a commencé par une visite d'État du président Roch Kaboré en Chine, ce qui est assez inédit. On venait de rétablir les relations diplomatiques et on commence par une visite d'État. C'est extraordinaire parce que c'est très très rare et il faut que nous reconnaissions ça. La santé, l'éducation, les infrastructures, plusieurs domaines sont touchés par la coopération chinoise au Burkina Faso. L'Empire du Milieu s'étant résolument engagé pour un partenariat gagnant-gagnant avec le pays des hommes intègres comme ailleurs sur le continent. Et 2019, année du centenaire du Burkina Faso, à l'occasion, après Kaya et Manga, le comité national d'organisation dépose ses valises à Gawa pour la conférence publique sur la commémoration de l'événement, notamment sur la thématique. La question de la cohésion sociale s'est également invitée au débat. L'objectif global de la conférence étant de faire comprendre à la jeune génération les luttes menées par les dévanciers pour construire la nation et surtout la sensibiliser sur les maux qui minent la société actuelle. Des précisions avec Issa Kazabré et Hahadi Sandamba. L'hymne de la victoire entonné ici en chœur, devoir de mémoire et surtout preuve de patriotisme.
Le bal est ainsi ouvert pour conter aux jeunes l'histoire de la création de la colonie de la Haute-Volta ainsi que son évolution à la construction de l'État-nation le Burkina Faso. Mieux comprendre le passé dans un contexte en proie à l'incivisme et l'intolérance, c'est tout l'enjeu de la présente conférence. C'est pour informer la jeunesse de l'évolution de ces 100 ans du Burkina, de ce qui s'est passé, de comment est-ce que nos devanciers ont contribué à la construction de ce pays. Moment d'introspection, cette conférence sonne comme une invite à la jeunesse à s'approprier son histoire. Et mieux, en plus du cours d'histoire, les participants ont eu droit à une communication sur la cohésion sociale. S'il n'y a pas la cohésion sociale, il est très difficile, justement pour toutes les 60 nationalités qui constituent donc l'État-nation burkinabé, de pouvoir vivre ensemble, de se donner la main pour pouvoir avancer. Et cette conférence se tient dans le cadre de la commémoration du centenaire du Burkina Faso, autrefois Haute-Volta. La colonie de la Haute-Volta qui a été créée le 1er mars 1919 avec 7 cercles que sont Bobo Dioulasso, Dédougou, Dori, Fadangourma, Gawa, Ouaga et Laye qui relève actuellement de la République du Niger. Et puis, ce dernier hommage au juge du Conseil constitutionnel, Michel Karama, décédé dimanche dernier. Le monde judiciaire était ce matin au domicile du défunt pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Un cérémonial auquel a participé le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassa Kandé. Nous nous rendons dans le centre-nord pour une rencontre à Kaya des acteurs en charge de la gestion des crises humanitaires. Le Conseil constitutionnel, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation et ses partenaires font le point de leurs activités. En 2018, le tissu social fragilisé par des crises à répétition, le CONASUR veut trouver les moyens pour renforcer la qualité de ses actions de secours et d'intervention sur le terrain. Le point complet des échanges avec Roger Kam et Zoubaviel David Dabiri. Le Burkina Faso compte à ce jour plus de 170 000 déplacés internes, dont 53 000 pour la seule région du centre-nord, selon les estimations du CORESUR, le comité régional de secours d'urgence et de réhabilitation. La crise sécuritaire et les pénuries alimentaires en sont les causes et cela préoccupe les autorités locales et les partenaires au développement. À cette session ordinaire du CORESUR, les acteurs font le point des actions déjà engagées et surtout les perspectives de prise en charge. Et selon Saturnin Sankara, le conférencier du jour, le gouvernement burkinabé a été proactif dans la prise en charge des déplacés à travers les dons de vivres, l'érection d'infrastructures sociales comme les dispensaires, les latrines et la fourniture de tentes pour abriter les familles. Des actions soutenues par les partenaires au développement, même si pour cet expert en prévention de catastrophes, l'on peut regretter une insuffisance dans la coordination des actions au profit de ces populations vulnérables. L'exposé de ces faits permet donc à la structure régionale de mieux se projeter en renforçant son mécanisme de prévention et d'intervention. Les forces et les faiblesses de l'action humanitaire ainsi détectées dans le centre-nord, les acteurs espèrent être à la hauteur des défis à relever dans une région de plus en plus confrontée à la menace terroriste avec son lot de malheurs. Et au plan ouest africain, ce sont les stocks de sécurité alimentaire de proximité qui font l'objet d'une concertation entre la CEDEAO et les organisations paysannes à Ouagadougou. Le projet connaît une prolongation dans sa mise en œuvre et les acteurs concernés vont discuter de cette réactualisation et évaluer la meilleure approche pour mettre à disposition des pays et cela de façon régulière et en temps réel des informations sur ces stocks alimentaires de proximité dans la sous-région. Reportage Sielassina Ouattara, Oumoussissi. À Ouagadougou, les organisations impliquées dans les structures de stock de proximité échangent avec les experts de la CEDEAO autour d'une meilleure approche pour que les informations sur ces stocks soient disponibles en temps réel. Ces stocks font partie d'une stratégie globale de la CEDEAO pour venir à bout de l'insécurité alimentaire. Notre
satisfaction dans ce processus, c'est qu'il y a des activités que chacune de ces OPR-là menait déjà par rapport, ça peut être sur la question des systèmes d'information sur les marchés, ça peut être les renforcements des capacités sur la question de la gestion des qualités auprès de leurs magasins de base, auprès de leurs membres qui sont au niveau des villages et des provinces et des départements. Maintenant qu'il y a eu cette prolongation de 12 mois, va nous permettre de synthétiser les activités que nous avons menées et de les faire bien comme on les pensait. Les partenaires techniques et financiers comme l'Union européenne sont un pilier important de la stratégie régionale de sécurité alimentaire. Plus de 34 milliards de francs CFA ont été alloués à la gestion des crises alimentaires depuis 2014. Outre l'appui à la mise en place des stocks physiques qui aujourd'hui est d'un volume d'environ 32 000 tonnes, il y a également l'appui à la mise en place d'une plateforme EcoAgris qui permet donc de mettre à disposition des informations rapides à travers le cadre harmonisé pour que les décideurs au niveau régional et dans les pays puissent rapidement prendre des décisions appropriées pour venir en réponse en cas de crise alimentaire. La réflexion qui se mène actuellement tombe à pic, car plus de 4 millions de personnes vulnérables dans le Sahel, selon des chiffres officiels, ont besoin actuellement d'une assistance alimentaire et nutritionnelle. Et puis la crise de la filière coton dans la zone cotonnière de Ndorola se conjugue au passé. Les différentes parties consentent à travailler ensemble pour sauver l'or blanc dans cette zone à fort potentiel agricole. La région avait refusé de produire du coton la campagne écoulée pour des raisons de non-fiabilité des intrants. Les responsables de la Sofitex et les producteurs ont trouvé un accord le 11 mai dernier après des échanges en Ndorola et Kourouma. On voit cela avec Manekahien, Siriki Milogo et Ismaël Saturne Paris. À Ndorola, tout comme à Kourouma, le Haut Comité pour la relance de la production du coton échange avec les leaders religieux et coutumiers. Au centre des débats, comment faire pour repositionner le Burkina Faso au premier rang des producteurs africains de l'or blanc? C'est une bonne discussion parce que nous avons l'impression qu'on était encore aussi à l'atelier de Ouagadougou où il y a eu toutes ces vérités qui ont été dites, mais c'était le représentant. Et comme il y a tous les cotonculteurs ici, et puis on sait en tout cas parler franchement, on a aussi donné pratiquement les mêmes réponses. Et aussi le gouvernement s'est engagé à continuer à analyser l'ensemble des préoccupations pour qu'au fur et à mesure nous puissions donc juguler l'ensemble des problèmes qui ont été soulevés ici. Les producteurs se sont engagés au retour à la production cotonnière sur la base du dialogue qui a été donc établi, sur la base donc des fétiches, des sacrifices qui ont été faits pour exorciser les terres et autoriser donc les producteurs donc à faire le coton. Je crois que ça c'est un élément fort. Plusieurs facteurs expliquent cette dégringolade du Burkina Faso. Il s'agit notamment des attaques parasitaires et de la pluviométrie capricieuse. Ici à Kourouma, c'est un dialogue direct entre les producteurs de cette zone cotonnière et la nationale des fibres et textiles. Cette année-là, je suis sûr on va atteindre ce que le gouvernement nous a donné. Ce que le gouvernement nous a donné à la province, que 70 000 tonnes, vraiment, on va dépasser ça. Je suis prêt à dire on va dépasser ça parce que les gens sont très très contents. On se rappelle que les producteurs de la zone cotonnière de Ndorola ont boycotté la campagne écoulée. Aussi, l'état de la voie qui relie Ndorola à Bobo Dioulasso s'est invité au débat. Et nous restons un peu dans le domaine de l'agriculture pour parler à l'international de l'herbicide de Monsanto, le Roundup, qui avait été considéré en 2015 comme probablement cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer. Voici un nouveau camouflet pour Monsanto qui essuie un autre revers dans l'affaire du glyphosate. Le groupe allemand Bayer, propriétaire de Monsanto, a été condamné par un tribunal californien à verser 2 milliards de dollars à un couple atteint de cancer après avoir utilisé le Roundup dans son jardin pendant des années. Nouveau revers judiciaire pour Monsanto aux États-Unis. Le géant des pesticides racheté par Bayer a été condamné par un tribunal californien à verser 2 milliards de dollars à un couple de septuagénaires atteints d'un cancer.
Pointé du doigt par les plaignants, l'herbicide Roundup commercialisé par Monsanto que le couple utilisait régulièrement. Al a été diagnostiqué d'un lymphome non hodgkinien en 2011. Mais avec sa femme, ils ont continué à utiliser le Roundup parce qu'ils ne savaient pas pourquoi il était malade. Son épouse, Alberta, a eu à son tour un lymphome non hodgkinien en 2015. Ils n'ont compris que l'année suivante, par le biais d'un avocat, qu'il pouvait y avoir un lien. Monsanto essuie ainsi un troisième revers judiciaire majeur en peu de temps aux États-Unis. Son propriétaire, l'allemand Bayer, soutient qu'aucune étude n'a prouvé à ce stade la dangerosité du glyphosate, la substance active du Roundup. Pour le Centre international de recherche sur le cancer, le glyphosate est probablement cancérigène. Retour à l'actualité nationale pour parler planification familiale avec cette réflexion qui se mène au département de la santé sur les stratégies pour améliorer la planification familiale. Une étude menée dans ce sens restitue ces résultats dont l'appropriation devrait permettre de changer de fusil d'épaule dans les méthodes contraceptives, notamment après accouchement. Isaka Ouedraogo, Abdul Rasmane Zongo. La planification familiale, c'est l'équation principale à résoudre au cours de ces échanges. Des échanges portant sur la restitution des résultats d'une étude intitulée en moré, Nyamdabo et en français, Votre choix, et axée sur la planification familiale. L'ambition affichée est de dégager des pistes de solutions novatrices en vue de contribuer à l'amélioration substantielle de la planification familiale. Avec cet outil-là, nous avons testé donc l'efficacité de cet outil pour voir effectivement est-ce que cet outil-là permettait donc d'améliorer donc l'utilisation donc des méthodes contraceptives durant le postpartum par les femmes. Évidemment, les résultats se sont avérés très positifs. Nous avons fait ce test-là donc dans le district sanitaire donc de Yako et le test est avéré positif. C'est pour ça que nous avons voulu aujourd'hui échanger avec donc le ministère de la Santé pour voir dans quelle mesure cette intervention qui est peu coûteuse peut être mise à disposition donc des services de santé pour favoriser donc l'utilisation des méthodes contraceptives par les femmes durant le postpartum, c'est-à-dire juste après l'accouchement. L'objectif à terme est de parvenir à l'échelle nationale et en 2020 à 32% de prévalence contraceptive. Et le sujet qui retient l'attention des éditorialistes des journaux du jour reste l'attaque perpétrée contre l'Église catholique. Nous suivons la revue de presse avec Aimé Solange Guigma. Insécurité au Sahel, inhumation à Dablo et attaque à Zimtenga, titre Sidoya. Les 6 victimes de l'attaque de l'église de Dablo ont été inhumées hier en présence des leaders coutumiers, religieux, politiques et administratifs, précise ce journal. 24 heures après le drame qui a frappé l'église de Dablo, indique aujourd'hui au Faso, des hommes armés ont enlevé et abattu 4 personnes à Zimtenga dans le BAM qui revenaient d'une procession avec la statue de la Vierge Marie. Pauvre Allah, qu'est-ce qu'on ne ferait pas en ton nom, soupire l'observateur Palga, alors qu'aucune religion digne de ce nom ne saurait prêcher le crime et la violence gratuite, d'où l'exhortation épiscopale de Monseigneur Théophile Naré qui a conjuré les populations de ne pas réagir contre d'autres communautés, poursuit ce journal, puisque le but de la vermine, c'est de monter les Burkinabés les uns contre les autres. Après le piège communautaire suite aux violences de Yurgou et d'Arbinda, c'est désormais le traquenard confessionnel qui se dresse devant nous et malgré l'adversité, il faut éviter d'y tomber, insiste ce journal. Heureusement que les Burkinabés ont compris que le chrétien n'est pas l'ennemi du musulman ni du protestant et vice-versa, renchérit le pays. Disciples de Mohamed, du Christ et des membres des ancêtres ont toujours vécu en osmose au Burkina, soutient aujourd'hui au Faso. D'ailleurs, note ce journal, pour une des rares fois, toute la classe politique, toute tendance confondue, a flétri cette attaque de Dablo. Tous ont dit non à cette barbarie. Mais il faut aller au-delà des condamnations de circonstances, ajoute le pays, par un engagement franc et sincère dans la recherche de solutions pour juguler le mal. Ce journal espère par ailleurs que l'opération Ndofou, lancée au nom, contribuera à déraciner le mal à la source et réduire considérablement la voilure de ces barbares
dans leur volonté d'installer un califat dans notre pays qu'ils rêvent de mettre sous coupe réglée. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme en compagnie de la télévision du Burkina.